Chers amis Lyon et Léo, chers officiels, monsieur le directeur, madame la première vice-présidente internationale, c'est un grand honneur pour le Conseil des gouverneurs de vous accueillir ici pour la première fois en France dans une convention nationale. Et je suis très heureux de voir que nombreux Lyons sont présents pour participer à ce forum sur le rôle de la femme dans la société. Aujourd'hui, un Lyon sur 4 est une femme dans notre mouvement. En apportant leur clairvoyance, nos amis, portés par leur idéal d'altruisme, ont enrichi et consolidé notre mouvement. Un proverbe chinois dit « Les femmes peuvent porter sur leurs épaules la moitié du ciel ». Nous souhaiterions avoir beaucoup plus de femmes dans nos rangs et nous espérons qu'à l'avenir, le lyonisme féminin se développe dans notre pays. Car n'oublions jamais que deux femmes ont influencé depuis l'origine le Lions Club. Hélène Keller, sourde et aveugle, qui en 1925 a demandé aux Lions d'être les chevaliers de la lumière contre les ténèbres. Et sachez que nous fêtons aujourd'hui, 1er juin, les 50 ans de son décès. Tout un symbole pour cet après-midi. Une autre femme était Rosa Bonheur, peintre animalier, qui a inspiré l'emblème lion à l'origine de notre logo actuel. Donc vous comprenez bien aujourd'hui l'importance que requiert pour notre Conseil ce forum qui est dédié aux femmes qui, sans vouloir plagier de grands hommes, sont sûrement une partie de l'avenir de notre grand mouvement. Je vous remercie. Madame Lebrun, vous avez été plus de 20 ans professeur de lettres classiques latin-grec, puis chef d'établissement scolaire. En 2001, tout en poursuivant dans un premier temps vos activités professionnelles, vous vous présentez au suffrage universel et devenez conseillère municipale. En 2008, vous remportez la mairie de Morlaix. Vous êtes alors, en Bretagne, l'une des 2 femmes maires des 36 communes de plus de 10 000 habitants. D'ailleurs, vous arrachez la ville à une autre femme, ministre en exercice. Vous devenez dans le même temps conseillère générale, cessez votre activité professionnelle et mettez en place un plan drastique de réduction de la dette que vous avez trouvé en arrivant, puisque la ville était sur le point d'être mise sous tutelle. Gérard Larcher vous décore de l'Ordre national du mérite pour votre engagement en 2011, puis vous rentrez au Parlement européen, où vous vous engagez dans la bataille législative jusqu'en 2014, tout en menant de front la gestion de la ville. Vous devenez ensuite conseillère régionale et vous restez maire, puisque vous êtes réélu aux dernières élections municipales. Lors de votre premier mandat, Jacques Pélissard, président de l'Association des maires de France, et le bureau, le B5, c'est-à-dire le bureau exécutif, souhaite que vous deveniez vice-président de l'Association des maires de France, où vous occupez également la fonction de rapporteur de la Commission Europe, puis de la Commission Éducation. François Baroin, qui a succédé à Jacques Pélissard, vous reconduit dans ses fonctions, vous intégrez même le B5 et devenez porte-parole de l'Association des maires de France. Vous travaillez beaucoup, vous voyagez beaucoup, vous gérez un budget de 32 millions d'euros et 450 salariés, vous exercez le mandat le plus exigeant qui soit, puisque vous devez être disponible 24 heures sur 24. Ma question n'est pas comment faites-vous, mais pourquoi faites-vous tout cela? C'est un challenge pour une femme? Merci de cette présentation qui m'honore et qui m'oblige, parce que c'est assez rare finalement que nous ayons une sorte de récapitulatif assez accéléré de notre passé et de notre présent. Et je vous remercie à la fois de l'invitation, Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs, et puis aussi, mesdames et messieurs, de nous donner l'occasion de nous exprimer devant vous sur un sujet qui effectivement est passionnant, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, vous l'avez bien compris.
Alors, pour répondre à votre question, c'est un challenge tout court. C'est d'abord un challenge tout court parce que c'est un combat pour gagner. C'est donc le risque de perdre parce que se présenter au suffrage de nos concitoyens, ce n'est pas anodin, évidemment. Mais c'est sans doute un challenge particulier, effectivement, pour les femmes, qui restent très minoritaires, même s'il y a un réel progrès. Et si on doit se féliciter, on n'en est pas au point où il faut se réjouir de voir qu'on est passé aux dernières élections législatives, par exemple, de 27% de femmes parlementaires à 39%. Mais quand on a dit ça, on peut effectivement se féliciter. Néanmoins, et ce n'est pas à la vice-présidente internationale que je verrai contredire ce que je peux affirmer pour la France, puisque l'Islande est particulièrement bien placée en la matière. Si nous y regardons de près, attention à l'effet d'optique, puisque pour ce qui est des maires, il n'y a que 16% des maires qui sont des femmes en France. Donc on voit bien que, évidemment, le chemin à parcourir est extrêmement long et sans doute très ardu, et probablement un chemin de crête. Alors, la France n'a jamais été bien placée pour les droits des femmes. Le droit de vote des femmes, une ordonnance de 44 exécutoire en 45, place la France à un rang très médiocre en Europe. Et pourtant, on est obligé de dire qu'il y a eu une prise de conscience, il y a eu des avancées législatives, notamment par l'obligation de présenter des listes qui alternent, comme vous le savez, candidats masculins et féminins, et il y a même, et c'est peut-être dire aussi le chemin qu'il y avait à parcourir, il y a même maintenant des pénalités financières pour les partis qui ne respectent pas la loi. Alors bien sûr, ça a amélioré la situation. Et ça a permis à des femmes d'accéder à des postes qui leur seraient restés inaccessibles. Mais la loi ne fait pas tout, et on voit bien que le progrès s'impose, si on veut vraiment qu'il produise ses fruits, mais ce ne sera jamais suffisant. Je pensais, en préparant cette intervention, à une plaisanterie que vous connaissez peut-être, mais qui n'est pas tellement une plaisanterie d'ailleurs. Il y a un petit calembour qui dit dans le milieu politique quel est le synonyme de candidate, quel est l'autre nom de candidate. Je vous donne la réponse. Le synonyme de candidate, ça s'appelle une suppléante. Et c'est assez illustratif du propos. Alors, c'est une plaisanterie qui valait pour le Conseil général du temps où le Conseil départemental s'appelait le Conseil général. Il y avait en général un candidat et puis une suppléante. Et la loi a imposé des binômes, comme vous savez. Mais pour avoir assisté à de nombreuses réunions de campagne, c'était assez rare dans ces réunions de campagne que la femme soit à côté du candidat, donc la candidate à parité de présence, d'investissement, d'implication, de présentation avec le candidat lors de ces réunions. En général, il y avait l'homme qui présentait et puis la femme qui ajoutait un complément quand il y avait un complément à ajouter. Alors, il ne faut pas sombrer non plus dans la caricature et il faut rester dans la nuance. Moi, j'ai un souvenir très précis me concernant, par exemple, qui est que la première personne à m'avoir incité à m'engager était un sexagénaire aguerri dont on pouvait penser avec un peu de raccourci qu'il était peut-être dans ces clichés qui sont véhiculés. Il était en vérité très progressiste et avait bien compris qu'une société politique mixte vaut beaucoup plus qu'une société unicolore, quel que soit d'ailleurs le sexe qui la représente, peu importe. Plus sérieusement, les partis politiques, par le biais des commissions d'investiture, choisissent leurs candidats depuis 2000 et ceux qui ne respectent pas la parité sont pénalisés financièrement s'ils ne respectent pas 50% donc, de candidates. Eh bien, il faut savoir que ça n'est pas moins de 28 millions d'euros de dotations publiques qui se sont diluées, qui ont disparu, uniquement parce que les partis n'ont pas respecté cette parité. Donc on voit bien que les freins sont extrêmement puissants et que l'enjeu qu'il y a derrière est tout aussi essentiel pour beaucoup. Et donc il y a des blocages pernicieux. Vous pouvez avoir envie d'être candidate, vous pouvez être candidate à la candidature, et il y a la sacro-sainte commission d'investiture qui, elle, n'est pas obligée d'être paritaire, ce qui a une conséquence immédiate.
c'est qu'il y a un petit réflexe communautariste qui s'installe assez vite. Il y a également la prime au sortant. Si le candidat sortant est un homme, et évidemment la plupart du temps il l'est, eh bien on dit, ben non, mais il sort, mais on ne peut pas ne pas le reconduire, quand bien même ce serait pour une femme. Et puis il y a aussi le cadeau empoisonné, tu veux être candidate, on va te donner une circonscription, tu vas pouvoir aller, et vous savez très bien que c'est une circonscription imprenable. Donc tout ça existe. Mais le débat de fond plus large que je voudrais évoquer devant vous, c'est d'une part le plafond qu'on appelle le plafond de verre, c'est-à-dire que plus on monte en responsabilité et plus les femmes désertent la place parce qu'on ne les invite pas à l'occuper. Et puis l'autre aspect, plus de fond également, c'est finalement le débat de la discrimination positive. Pourquoi ? Parce que si vous avez été choisi pour répondre aux exigences des listes que l'on appelait à l'époque les listes Shabada, c'était une référence à Claude Lelouch, un homme, une femme, un homme, une femme. Eh bien, si on vous a choisi pour ça, vous prenez le risque de porter sur votre front, pendant tout l'exercice de votre mandat, l'étiquette quota. Et il y a meilleure façon d'être convaincant et persuasif, évidemment. Ce qui veut dire que vous aurez une suspicion qui s'abattra sur vous dès que vous ouvrirez la bouche. Et ça aussi, c'est un double challenge, parce qu'une fois élu, comme on dit, on vous attend au tournant. Et puis, et là, je vous livre une réflexion qui est plus personnelle. Si on prend un peu de champ, si on choisit une femme pour aller vers la parité, on a coché une case, on a respecté une évolution imposée par la loi, et qu'on écarte un homme en raison de son sexe, et bien, finalement, on renforce la rupture qu'on est censé combattre. C'est-à-dire qu'on reconstruit finalement des barrières clivantes, alors même qu'on est censé les faire tomber et avant même de les avoir fait tomber. Donc on voit bien que le sujet est compliqué, et complexe, nuancé, et sans doute faut-il toujours avoir cela à l'esprit, la question est nuancée. Et la particularité de la politique, c'est qu'il s'agit de pouvoir, du rapport au pouvoir, de l'image publique du pouvoir qui ouvre la porte à beaucoup de fantasmes. Et il s'agit donc, on le sait bien, avant tout de questions de société, de culture, d'éducation. La politique n'y échappe pas, et j'ai coutume de dire qu'en politique, c'est pareil qu'ailleurs, en pire. Je veux dire par là qu'en politique, il y a une sorte d'effet loupe qui grossit parce que c'est médiatisé, qui hystérise aussi souvent le débat. Alors, si je reviens à votre question de départ, est-ce que c'est un challenge pour une femme ? Oui, c'est même un double challenge. Je crois vous en avoir exposé quelques-unes des raisons, en tout cas qui me semblent être les raisons. Mais vous comprendrez bien aussi, du coup, et j'entends la demande de Dominique Maillard que je salue très chaleureusement et que je remercie encore une fois, nous évoquions les qualités, les compétences, enfin, que nous sommes censés développer. Alors, vous comprendrez bien que dans un contexte pareil, pour avancer, pour gagner de temps en temps, même si quand on gagne, on le dit, et quand on perd, on est plus discret, mais enfin, en tout cas, quand on remporte quelques victoires et quand on réussit surtout à se frayer un chemin dans ce monde un peu difficile, eh bien, il est indispensable de s'affranchir des règles. C'est certain. De s'affranchir des règles ne veut pas dire ne pas les respecter. Ça veut dire les connaître et décider de transgresser quand il faut transgresser. Mais sans transgression, il est absolument certain qu'on n'y arrive pas. Il ne faut pas craindre la bagarre. Il ne faut pas craindre une certaine forme de violence. Et de ce point de vue, les clichés qui s'abattent sur les femmes sont souvent terribles. Il est plus simple d'accepter un poste ou d'accéder à un poste lorsqu'on est femme d'eux, fille d'eux, ça existe, ou bien, comme on disait au XIXe siècle, lorsqu'on a un protecteur, ça existe aussi. Mais quand on avance seul, eh bien, il vaut mieux être prête à entendre quelques horreurs phallocrates aussi, il faut bien le dire. Au mieux, vous êtes une anomalie séduisante, et au pire, vous êtes une harpie. Quelquefois les deux, selon le moment
de la journée et selon l'intervention que vous pouvez avoir. Et j'insiste là-dessus souvent, mais il faut aussi dire que ces clichés, il faut bien avouer qu'elles viennent quelquefois aussi des femmes, elles-mêmes, entre elles. Ce qui montre bien, non pas que les femmes se détestent entre elles, c'est pas du tout ce que ça prouve, ça montre bien au contraire que le problème est sociétal. Lorsqu'avec mon équipe, j'ai raflé la mairie au nez à la barbe de la famille politique qui la tenait depuis plus de 40 ans, la presse locale s'est évidemment emparée immédiatement du sujet, mais de quelle façon ? Main de fer dans gants de velours, commentaires sur les tenues vestimentaires. Je ne suis pas sûre qu'on commente à chaque fois la cravate d'un monsieur, par contre le tailleur d'une dame, bien sûr, on le fait. Des détails physiques, par exemple, ce sont des extraits d'articles, hein. Les traits tendus mais heureuses. Bon, pourquoi ? On ne sait pas, mais bon. Tout ça, c'est confirmé ensuite parce qu'en responsabilité, et je l'évoquais tout à l'heure avec l'une des autres intervenantes, il faut prendre des décisions. Quelle que soit la responsabilité qu'on occupe, on doit prendre des décisions. Et en prenant des décisions, eh bien, il faut faire preuve d'autorité, de caractère. Or, une femme qui est autoritaire devient vite autoritariste et brutale, là où un homme est autoritaire, où il a du caractère. J'aime donner une petite plaisanterie, mais je vous sens prêt à l'entendre, alors je ne peux pas m'empêcher. Vous connaissez la différence entre un homme silencieux et une femme silencieuse. Un homme silencieux, c'est quelqu'un qui réfléchit. Et une femme silencieuse, c'est quelqu'un qui boude. Voilà exactement le genre de choses que l'on entend, et l'exercice du pouvoir exige des traits de caractère qu'on ne prête pas forcément aux femmes, et nous avons toutes plein d'anecdotes, je pense. Par exemple, le responsable commercial qui arrive dans le couloir de mon étage, là où est mon bureau, et qui prend le maire pour la secrétaire, ce qui permet de vérifier au passage qu'il ne respecte pas d'ailleurs la secrétaire. N'imaginons pas que le maire puisse être une femme. Ce sont les invitations qui arrivent avec des enveloppes où il est indiqué « Madame le maire » parce que le Publipostage a réussi à franchir ce pas, mais c'est « Madame le maire et Madame ». Parce que voilà, d'habitude, c'est monsieur et madame. Madame Lebrun, j'ai entendu aussi la mairesse. Alors la mairesse, surtout quand on est communiste. Mais ça n'est pas un sujet parce que j'ai presque fini. Je sens qu'il y a une certaine volonté de me faire accélérer, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà, parce que très bien, je vais accélérer. On a un quart d'heure pour chaque intervenant. D'accord, c'est parfait. On doit libérer la salle à 17h. 30 secondes. Alors, ce que je vais vous dire en 30 secondes, c'est que les modifications législatives sont évidemment un mal nécessaire, mais insuffisant. Et nous ferons, nous, à l'Association des maires de France, d'autres propositions pour avancer et pour éviter ce qui me semble quand même être, si je regarde autour de moi dans le monde politique, nous sommes quand même globalement sur le monde de la régression. Et je voudrais m'adresser à vous, Madame la vice-présidente internationale. Vous venez d'un pays où 20% de la population, un beau jour d'octobre 75, a cessé toute activité par ce qui s'appelle un day off pour défiler dans les rues de Reykjavik et créer un électrochoc. Plus de 1000 ans après les femmes de Lysistrata qui, elles, avaient fait la grève du lit pour faire cesser la guerre. Alors je forme le vœu devant vous et avec vous, en votre présence, qu'ensemble, nous arriverons à mobiliser la société avec les hommes, avec les femmes. Et c'est tout le sens qu'il faut donner à nos témoignages. Nous ne sommes pas là pour raconter notre vie, mais pour montrer qu'on peut le faire, qu'on peut y arriver, et que si nous pouvons encourager les vocations, même la minute supplémentaire que j'ai prise aura eu du sens, parce que c'est de bien de sens dont il s'agit. Je vous remercie. Merci, Madame Lebrun. Marie-Christine Ogli, passionnée du monde de l'entrepreneuriat féminin, votre devise de toujours, « Seuls, nous sommes invisibles, ensemble, nous sommes invincibles ». Marie-Christine Ogli, vous êtes élue présidente des femmes chefs d'entreprise mondiales, une association qui regroupe plus de 500 000 dirigeantes dans le monde. Vous êtes née en Lorraine. Après des études à Nancy, vous entrez dans le monde de l'entreprise en 1986, vous créez votre société en 1992, devenez présidente d'Esteco France en 2006. En 2008, vous créez Enginesoft France, société spécialisée dans l'ingénierie et la simulation numérique.
On peut dire que vous êtes une business woman accomplie. Parallèlement à cet engagement entrepreneurial, vous poursuivez votre engagement civique et associatif. Et là, il faut le dire, c'est impressionnant. 2004, élue présidente nationale de l'Association des femmes chefs d'entreprise et directeur du conseil d'administration de NAFEM. 2007, élue présidente de Mikado. 2008, élue présidente du MEDEF Île-de-France et également membre du conseil exécutif du MEDEF. 2010, élue présidente de Solindi, l'un des acteurs majeurs nationaux du 1% logement. 2012, élue vice-présidente de l'AFNET, conseiller du commerce extérieur de la France et conseiller économique, social et environnemental régional, Île-de-France. 2013, secrétaire générale et vice-présidente des femmes chefs d'entreprise mondiales. Vous êtes élue la même année présidente des femmes de l'économie. Vous vous impliquez également dans le sport en entreprise et devenez la vice-présidente de la Fédération française du sport en entreprise. 2014, vice-présidente de la commission et du pôle international du MEDEF. Marie-Christine, vous avez été élue en novembre 2017 présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise mondiales. Outre d'être une businesswoman accomplie, vous êtes également officier de l'Ordre national du mérite et chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur. Marie-Christine Ogli, votre parcours est impressionnant. Pouvez-vous nous faire partager les enseignements que vous en tirez, tant sur le plan professionnel que familial et personnel? Vous avez 15 minutes. Alors, dit comme ça, effectivement, ça peut sembler impressionnant quand on liste tout ce que j'ai pu faire, mais je n'ai pas tout fait en même temps quand même. Il y a une chose qui n'est pas dite, c'est que j'ai été Lyon pendant plus d'une dizaine d'années. Et je vois d'ailleurs François Lassalle-Clos qui m'avait demandé de devenir présidente de région quand il était gouverneur. Et je lui ai dit, écoute, non, j'ai trop d'autres activités. Si je prends une activité, je la fais jusqu'au bout. Ce qui explique que j'ai quitté le Lions Club parce qu'effectivement, j'avais beaucoup trop d'autres activités. Alors, quelque part, qu'est-ce qui m'a motivée au départ à m'engager, notamment en ce qui concerne les femmes chefs d'entreprise, mais également la défense de l'entreprise. Je crois que par nature, je suis une battante, j'aime le challenge. Quelqu'un m'a dit un jour, mais si tu n'avais pas été chef d'entreprise, etc., certainement tu aurais été une passionnariat, tu aurais fait la révolution dans un pays ou un autre. C'est certainement ce qui m'anime, c'est vrai que j'ai envie de faire bouger les choses, mais surtout, quand j'ai terminé mes études, j'ai travaillé pendant mes études, j'ai fait des stages dans la société pétrolière qui était numéro 1 à l'époque, la société Elf. Je termine mes études et je postule chez Elf, donc j'avais fait de la géologie, de l'hydrologie, etc. Et là, on me dit « Ah, mais vous n'y pensez pas, madame, vous êtes une femme ». À cette époque, j'ai quelques dizaines d'années derrière moi, donc c'était il y a 25 ans. À l'époque, on pouvait dire à une femme « Mais vous êtes une femme, vous ne pouvez pas prétendre à ce poste ». Ça m'a un peu énervée, et on m'a dit « Mais vous pouvez faire du commercial, du marketing, relations presse, etc. » J'ai dit « Bon, alors dans ce cas-là, je vais faire un MBA », ce que j'ai fait. Et puis, j'ai eu la chance d'entrer dans une entreprise qui cherchait un homme ayant de l'expérience en marketing et parfaitement bilingue anglais. Autant vous dire que je n'avais rien de tout ça. Ma première langue, c'était l'allemand. Née en Lorraine, c'était l'allemand. Je n'avais rien de tout ça. Par contre, j'ai réussi à les convaincre. J'ai relevé le challenge. Et je me suis retrouvée dans un monde très masculin. Au niveau de mon activité professionnelle, je vends des études et du logiciel en mécanique des fluides. Et c'est ce qui m'a motivée depuis plus de 20 ans. Donc ce domaine est très technique et combien de fois j'ai eu le même genre d'anecdote où on me prenait pour la secrétaire, où on disait à un de mes collaborateurs « Mais votre secrétaire n'a pas l'air très aimable » parce qu'on m'avait fait une remarque en me disant d'aller parquer la voiture ou quelque chose du genre. Et cela dit par une femme en plus. Donc il est vrai que ça motive pour ensuite se battre. Et puis j'ai créé ma société effectivement. Donc, environnement masculin, déjà là, bien souvent des remarques, mais en plus, je me dis, je vais m'investir
j'avais été membre d'un groupement, donc MEDEF, qui n'était pas le MEDEF à l'époque, envoyé par le directeur de la société dans laquelle je travaillais. J'avais un mandat à la caisse d'allocation familiale, parce que bien sûr, les femmes, on nous envoie à la caisse d'allocation familiale, on va s'occuper des enfants, de la famille, etc. Ma société, je la crée dans le 92, à Gennevilliers exactement, et pour la petite histoire, je me suis présentée, là aussi, on m'a envoyé me présenter dans une commune ingagnable, mais je n'ai pas eu la possibilité, comme vous, de gagner la commune, j'étais à Gennevilliers. Mais mon mandat, c'était à Bobigny, donc je devais traverser Paris pour aller... Donc je disais au MEDEF des Hauts-de-Seine, mais vous pouvez me trouver un mandat dans les Hauts-de-Seine. Nous avons besoin de mandataires. Et chaque réunion, on disait, nous avons besoin de bonne volonté. Je levais la main. Et au bout de quelques fois, je dis, mais enfin, c'est pas possible. Vous demandez des volontaires, je suis volontaire, vous ne me donnez pas de mandat. Et j'ai dit, une sorte de boutade, mais est-ce que c'est parce que je suis une femme? Et il n'y a pas une association qui s'occupe des femmes, chefs d'entreprise, qui les mobilise, etc. Et là, ils me répondent « Ah si, il y a une association de bonnes femmes, on va vous mettre en contact. » Et c'est comme ça que j'ai connu l'association des femmes chefs d'entreprise et que je me suis mobilisée à leur côté donc, pour défendre les femmes dans le monde économique. Parce que dans le monde politique, on a la joke sur les femmes suppléantes. Eh bien, au niveau du MEDEF, je peux vous dire que ce n'est même plus une plaisanterie, c'est une réalité, en tout cas pendant ce dernier mandat, puisque nous avons eu une présidente nationale. Le féminin de président au MEDEF, c'est vice-présidente. J'ai été présidente du MEDEF Île-de-France, mais j'ai été la première, la seule et la dernière. Aujourd'hui, c'est un homme. Au niveau national, on a eu une femme présidente. Bon, on a une candidate femme, mais on sait déjà, c'est même pas les pronostics, mais on sait déjà que le combat va se faire entre deux hommes. Donc on a encore énormément de travail à faire. Et ça, je le vois non pas uniquement en France, mais je le vois dans de nombreux pays. Alors effectivement, les pays scandinaves sont en avance par rapport à nous, parce que peut-être... C'est le cas de la Norvège notamment, ont eu des quotas. Alors, j'ai été opposée aux quotas pendant très longtemps, en me disant, tout comme vous l'avez dit Agnès, je n'aimerais pas être une femme quota. Mais force est de constater que sans quotas, on a du mal à y arriver. Alors, ils sont contournés, en politique, ils sont contournés, dans le monde de l'entreprise aussi. Pour les conseils d'administration, donc des sociétés cotées, que ce soit le CAC 40 ou le SBF 120, on doit avoir 40% de femmes dans les conseils d'administration. Jusqu'à l'échéance de la loi qui était 1er janvier 2017, on a vu apparaître des femmes. Certains ont même dépassé les 40%. Mais comme par hasard, aux élections, aux assemblées générales, donc qui sont en train de se passer, eh bien, on voit réapparaître les hommes. Alors, ce n'est pas parce que les hommes ne veulent pas de femmes, mais c'est parce que les hommes se battent déjà entre eux pour les postes. Donc, effectivement, quand les femmes arrivent, ce sont des postes en moins, et un homme qui n'a pas démérité ne comprend pas pourquoi une femme prendrait sa place. Alors, si en plus elle est jeune, jolie, etc., alors là, effectivement, on a droit à tous les critères, comme j'ai pu le connaître dans le passé. Alors après, effectivement, quand on prend un peu d'âge, on a moins droit à des commentaires qui ne sont pas toujours très élogieux, même si certains pensent qu'ils le sont. Mais ça change un petit peu la donne. Mais être une femme jeune, et si en plus elle est de couleur, là, vous pouvez être sûr qu'elle a très peu de chances d'arriver sans avoir, ou sans qu'on fasse des remarques sur la façon dont elle a pu réussir. Donc, dans tous les domaines, que ce soit le monde politique ou que ce soit le monde économique, c'est difficile. Et même dans l'environnement, alors j'ai la chance, moi, d'avoir un mari, François le connaît bien, d'avoir un mari qui m'a toujours non seulement accompagnée, mais également qui m'a poussée, encouragée quand j'hésitais, par exemple, à me présenter à la mairie de Gennevilliers ou à me présenter à la présidence du MEDEF Île-de-France, parce que j'ai oublié de vous dire, mais petite anecdote,
je me présente, enfin on me sollicite, donc je vais voir le président de mon MEDEF territorial, on appelle ça comme ça, départemental, et je lui dis, écoute, tu es vice-président, je pense que tu vas te présenter, on me sollicite, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu te présentes ? Il me dit, ah non, mais vas-y, surtout ne t'inquiète pas, moi je n'y vais pas, je dois m'occuper de ma boîte, pas de souci, tu y vas. Et puis il me dit, mais tu sais, tu vas avoir des candidats. Donc ils se sont mis à 5 contre moi quand même. C'était la première fois que ça arrivait en se disant, on va quand même pas avoir encore une femme en Île-de-France, on a déjà une au national. Et lui, une semaine avant la clôture des dépôts de candidature, il vient me voir et il me dit, il faut que je te parle. Tu sais, finalement, j'ai décidé de me présenter. Alors bien entendu, tu vas retirer ta candidature puisque je vais être candidat. Et je lui dis, écoute, non. Parce que maintenant, j'ai commencé ma campagne, eh bien, écoute, vous êtes mis déjà, il y en avait déjà 4, vous allez être 5, mais c'est pas grave, je vais aller jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'étais découragée, je me disais, mais après tout, pourquoi faire ça ? Tu as ta boîte, tu t'occupes de ta boîte, tu ne t'occupes pas du reste. Et là, mon mari m'a dit, mais enfin, tu vas quand même pas laisser tomber, tu es une battante, tu vas réussir, tu y vas. Alors, si je peux donner un conseil aux femmes qui veulent faire quoi que ce soit, une entreprise, à la tête d'une association, etc., la première chose, choisissez bien votre conjoint, c'est clé. Les hommes n'avaient pas ce problème, puisque de toute façon, avant, si on prend nos mères, nos grands-mères, etc., alors ma mère, c'est pas tout à fait vrai, parce que c'était aussi une battante, et ma grand-mère, dans les années 20, a fait partie des suffragettes, même si elle n'avait pas besoin de travailler, elle voulait travailler, elle était déjà... donc ça doit être de famille. Mais de manière générale, les femmes ont toujours accepté de suivre leur mari. J'en entends beaucoup aujourd'hui qui me disent « Ah, mais ma femme a fait le choix de s'occuper des enfants ». Mais si on parle avec la femme, c'est pas du tout vrai. Elle n'a pas eu le choix. Ou alors c'est elle qui avait le salaire le moins élevé, donc forcément, quand on doit faire un choix, on prend le salaire le plus élevé. Alors les choses sont en train de changer, bien sûr, aujourd'hui. Parmi mes collaborateurs, j'en ai qui sont leurs femmes à un poste équivalent, voire un poste supérieur au leur. Et ce n'est pas rare qu'ils me disent, avant d'accepter un déplacement ou autre, de me dire « Bon, si vous permettez, je vous donne la réponse demain parce qu'il faut que je vérifie avec ma compagne qu'on peut s'arranger pour les enfants. » Ça, c'était une chose impensable avant. Aujourd'hui, c'est devenu ça devient quelque chose de plus naturel. Mais il est clair que dans le monde économique, tout n'est pas encore gagné, qu'il faut rester vigilante en permanence, que si on ne le fait pas, eh bien, on a peu de chance, enfin, on a beaucoup de chance, à l'inverse, de réduire ou de rétrograder parce que certains sont à la guerre, que quand il y a du chômage, il est facile de dire les femmes retournent à la maison. Donc, je vois que mon temps est écoulé, ou quasiment. Dès que je m'approche, le chrono diminue. Il est terminé. Donc, je terminerai simplement en disant, d'une part, redisant ma devise « Seuls nous sommes invisibles, ensemble nous sommes invincibles ». Ça, c'est vrai. Mais je dirais aussi à toutes les femmes qui sont dans la salle, osez, si vous avez un projet, mettez-le en place. N'écoutez pas forcément l'entourage culturel qui va vous dire « Oui, mais les enfants, oui, mais les petits-enfants, est-ce que tu as bien… » Non, allez-y, faites-le, et c'est comme ça que vous vous épanouirez. Et si vous êtes épanoui dans votre travail, dans votre vie associative, vous êtes aussi épanoui à la maison. Merci. Merci Marie-Christine Aubry. Laurence Thénault-Herman, vous êtes née en 1961. Après une formation d'expert comptable, vous prenez la direction avec votre mari d'une entreprise d'agroalimentaire en Normandie. En 1987, vous apprenez que votre fils unique, Charles-Henri, alors âgé de 3 ans et demi, est atteint de la myopathie de Duchenne. La même année a lieu la première édition du Téléthon français. En 1989, vous militez au sein de l'action locale de l'Association française contre les myopathies en Seine-Maritime. En 1997, vous devenez secrétaire du conseil d'administration de l'Association française contre les myopathies, l'AFM, avant d'en devenir vice-présidente en 2000, puis présidente en 2003. Votre fils unique, alors âgé de 20 ans, décède la même année, quelques semaines après votre élection à la présidence et quelques semaines avant la tenue du Téléthon. Vous êtes également présidente du Généthon, un laboratoire dédié à la thérapie génie des maladies rares. Il comprend près de
200 chercheurs et experts et est majoritairement financée par les animations du Téléthon et de l'association Institut de myologie, un centre d'expertise sur le muscle et ses maladies qui comprend plus de 250 experts dans le domaine. Laurence, vous avez un rôle majeur dans le monde associatif et un très grand impact au niveau sociétal. Pourriez-vous, je vais poser peut-être tout de suite une autre question. Quelles compétences avez-vous dû développer pour tout ce que je viens d'évoquer? Merci de cette question, merci de cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs, de m'avoir invitée et j'ai été ravie, Madame la Première Vice-présidente internationale, de faire votre connaissance. Chers amis, parce que, en effet, nous sommes partenaires. Alors, par rapport à cette question, et pour bien tenir le timing, et vous donner peut-être l'opportunité de me poser une autre question, je dirais que, tout d'abord, par rapport à ces dames qui sont intervenues devant moi, ce parcours que j'ai vécu, que je vis, c'est pas un choix. Je dirais, je crois que vous le savez bien, ça s'est vraiment imposé comme une évidence, parce que la maladie, et vous le savez bien, la maladie génétique évolutive mortelle et incurable de mon enfant unique est à l'origine de ça. Je pense que, d'abord, sur chacun des adjectifs que je viens de citer, ça a son importance. Le côté génétique de la maladie, je dirais que c'est sans doute aussi un sentiment de ce fait de culpabilité, donc un besoin de comprendre la maladie et un besoin de me battre contre cette maladie. Donc ce côté battant, même si je l'avais déjà antérieurement. L'aspect, le qualificatif évolutif mortel, c'est le refus de la fatalité, la résistance. Donc si je dis ça dans le cadre de mon parcours, c'est parce que je pense que ça donne des clés ensuite pour être plus forte dans toutes les adversités qu'on va devoir traverser. Le côté incurable de la maladie, ça donne cette envie de guérir, évidemment, de trouver des solutions thérapeutiques. Donc c'est toujours de se projeter vers l'avant et d'avoir cet objectif premier qui est celui de notre organisation. Et puis enfin, enfant unique, fils unique, donc une vie qui est complètement orientée vers ce combat et ce seul combat. Ce qui veut dire, par rapport à votre question, que le côté vie professionnelle, vie associative, personnelle, familiale, il n'y en a plus. Donc tout cela, ça fait complètement exploser le projet de vie. Ça transforme aussi notre personnalité. J'étais plutôt quelqu'un sur la réserve. Je n'aimais pas être sur le devant de la scène. Donc ça, très clairement, je pense qu'on n'est plus du tout la même avant et après. Et puis ça revisite nos priorités aussi complètement, puisque tout ce qui se passe dans la vie quotidienne d'une famille, entre guillemets, normale, quand on a ce destin et quand on a un enfant unique qui a ce destin et qu'on doit accompagner vers l'inexorable, évidemment, c'est plus du tout les mêmes objectifs. Et c'est plus du tout la même vie. Donc, ça devient, je dirais, le combat d'une vie, très clairement. Alors, la deuxième partie, une fois expliqué ces ressorts qui expliquent aussi pourquoi mon parcours et pourquoi la suite de l'histoire, dans notre organisation, alors les précédentes intervenantes d'évoquer, c'est vrai, le chemin sur la vie politique ou dans la vie économique, là, c'est l'associatif. Alors forcément, c'est la démocratie associative. Je pense que ça, vous la connaissez bien aussi dans le mouvement. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jeux politiques, évidemment, dans la démocratie associative, n'est-ce pas? Dans mon cas présent aussi, j'ai dû succéder à des prédécesseurs, dont un qui était un homme, Bernard Barateau, que vous avez bien connu. Donc, succéder à Bernard Barateau. Entre les deux, entre lui et moi, il y a d'ailleurs eu un président qui est resté peu de temps, vous l'avez remarqué. Donc, pas simple
vraiment pas simple parce que là, la tâche était rude au-delà de la démocratie associative. Par contre, comme je parle d'association, évidemment, dans une association, il y a des missions, il y a une vision. Notre association a une vision très particulière. On est une association atypique, j'y reviendrai. On a une stratégie. On a des valeurs d'intérêt général, bien sûr, et puis on a aussi une ligne conductrice qui est l'innovation, puisque dans tous les domaines, que ce soit scientifique ou que ce soit médico-social, il a fallu innover, puisqu'on ne pouvait pas mettre nos pas dans ceux de quelqu'un d'autre. Personne avait avancé sur le chemin des maladies rares. Alors, je parle de démocratie associative, mais il y a aussi un autre élément à prendre en considération, parce que dans la démocratie associative ou dans les associations, il n'est pas rare de voir à la tête de ces associations des femmes, bien sûr, mais ça dépend de la taille des associations. Vous qui nous connaissez bien, vous savez que l'AFM Téléthon, et c'est le Téléthon qui y contribue à 85%, c'est un budget de 115-120 millions d'euros. Donc nous avons la taille d'une entreprise, ce sont 550 salariés. Dans nos laboratoires de recherche, nous avons 650 chercheurs. Nous avons également 200 000 bénévoles qu'il faut animer, accompagner, presque former comme des salariés. Donc ça veut dire, évidemment, même si c'est une association, la taille d'une entreprise, avec un certain nombre de publics à qui on s'adresse. Dans ces publics, il y a évidemment, et dans ces compagnons de route, je dirais, il y a les familles, d'abord, puisque nous sommes une association de malades et de parents de malades, et que j'ai beaucoup parlé de la démocratie associative, donc il y a les familles, et il faut toujours très très proche de toutes les familles, faire partie, qu'elles sentent bien qu'on fait partie de leur communauté, et je suis famille, donc cette légitimité, c'est important, et être légitime à les représenter partout et tout le temps. Les bénévoles, nous avons évidemment des bénévoles avec des catégories socio-professionnelles très très différentes. Nous avons les donateurs, bien sûr. Alors là, je rentre aussi dans du dur. Nous avons, puisque ça fait partie aussi de mon rôle, nous avons les scientifiques, les experts, les développeurs du médicament, donc de très nombreux, j'ai une formation, comme vous l'avez dit, d'expert comptable, il faut manager des bac plus 10, 12, des divas scientifiques, et dans la communauté scientifique, c'est un peu comme dans tous les milieux. Il y a évidemment, dans la base des scientifiques, il y a beaucoup de femmes, et plus on monte dans la hiérarchie, plus on se retrouve avec des hommes, et ils sont toujours tous les premiers à me dire « Mais tu fais intervenir que des leaders scientifiques hommes à tes côtés. » Ah bah oui, mais vous n'avez jamais laissé la place aux femmes pour monter, donc il s'avère qu'il y a beaucoup plus d'hommes, évidemment, dans des postes à responsabilité au niveau scientifique, et n'empêche qu'il faut les manager et leur montrer aussi la voie et partager avec eux la stratégie de notre association. Nous avons des salariés, je vous ai parlé du nombre de salariés, donc c'est évidemment important et pour eux, il faut pouvoir les entraîner, les manager et avoir un certain leadership. Il y a d'autres associations de maladies rares, puisque l'AFM Téléthon a créé l'Alliance Maladies Rares, et donc nous sommes 220 associations, donc il faut aussi avoir cette légitimité. Les décideurs, puisque nous sommes amenés, évidemment, et je suis amenée à rencontrer des décideurs dans la hiérarchie des décideurs, bien évidemment, les médias. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes très souvent, évidemment, en contact des médias, et puis la télévision, parce que sans notre partenaire France Télévisions, que serions-nous? Nous n'en serions pas là. Et malgré tout, la télévision, on a coutume de dire chez nous que ça rend fou, et je peux vous confirmer que ça rend fou. Donc il faut rester les pieds sur terre. Alors justement, Laurence, là vous évoquez des moments importants de relation avec vos partenaires. Ça rend fou peut-être, mais pour une femme, il faut combattre davantage, s'affirmer davantage. Vous évoquiez tout à l'heure Bernard Barateau, qui avait une personnalité très grande. Il a fallu relever le défi, j'imagine, et porter le flambeau plus haut. Chaque jour, c'est comment? C'est un combat? Chaque jour, c'est un combat, oui, bien sûr. Et je dirais, je pense que ce sont des qualités qu'il faut avoir. Je ne dis pas que je les ai toutes, mais il y a quelques qualités qui me semblent importantes de mettre en avant.
être une bosseuse. Je pense que toutes les intervenantes pourront le dire, et je crois que c'est valable dans tous les milieux. C'est clair qu'il faut bosser, et peut-être plus encore pour les femmes que pour les hommes, pour montrer à chaque fois, parce qu'on doit faire encore plus que l'homme ne ferait au même niveau, évidemment. Il faut plus. Donc il faut être bosseuse, il faut être accessible, et je pense que c'est valable dans tous les milieux, entreprises, associatives, politiques. Il faut être accessible, il faut être simple, il faut être aussi à l'aise avec, comme je dis toujours, Madame Michu, qu'avec quelqu'un d'un autre milieu socio-professionnel plus high level, si on peut dire ça comme ça. Donc vraiment toujours accessible, adapté à tous les milieux et toutes les situations pour être crédible. Il faut du courage. Il faut du courage dans les décisions. Je pense qu'il n'y a rien de pire, même si parfois les collaborateurs peuvent se dire, s'ils ont réussi à faire changer leur manager de décision, ils peuvent se dire, chouette, ça y est, j'ai fait changer de décision. Mais en réalité, je pense que ce n'est pas du tout sécurisant pour la personne qui est managée de savoir qu'elle peut faire changer son manager comme elle veut de décision. Donc il faut vraiment avoir du courage et du courage dans les décisions. Il faut avoir du sang-froid, toujours rester droit dans ses bottes, surtout en situation de crise. Chers amis partenaires, vous êtes bien placés pour savoir qu'on traverse parfois des situations de crise. À J plus un mois du Téléthon, on est en permanence en gestion de crise, parce qu'on se demande par quel côté ça va arriver et quelle va être l'organisation qui va vouloir saisir la fenêtre médiatique du Téléthon. Donc il faut avoir du sang-froid et ne jamais perdre les pédales ou s'emballer, parce qu'en effet, avec les médias, ils sont toujours présents pour regarder s'il y a une petite faille, juste pour la petite histoire, et je pense que ces dames, peut-être, ça leur est arrivé. À un moment donné, une année, avec un Téléthon crise, mais vous verrez peut-être à quoi je fais référence. Le lundi qui suit le Téléthon, évidemment, je suis invitée sur un plateau d'une émission que je ne citerai pas. Et donc, il y avait... le Téléthon était un peu challengé, évidemment. Il était au cœur de certaines discussions. Et donc, en plus, il y avait eu les 2 jours de Téléthon. Déjà, 3 jours avant le Téléthon, on ne dort pas. Les 2 jours de Téléthon, on ne dort pas. Et puis, paf, le dimanche soir ou le lundi, il faut être sur le plateau télé. Et à la fin du plateau télé, alors que c'est juste la bande-annonce... Il s'avère que j'avais du rhume et je toussais, et donc j'ai toussé. Et si vous saviez sur les réseaux sociaux, alors que c'était hors plateau, que c'était juste au moment où on s'est levé, et donc tous les commentaires sur les réseaux sociaux parce que j'avais toussé, voilà, chacun se déchaînait, comme je crois qu'une de ces dames l'évoquait tout à l'heure. Bon, tout est sujet à interprétation, évidemment. Il faut de la détermination, on a un but, un cap, on ne change pas, on est courageux, on ne change pas. Un certain leadership, c'est clair. Être plutôt bon en communication interne pour entraîner, bien sûr, les salariés, les scientifiques, les médecins, le personnel, les bénévoles, etc. Et évidemment en communication externe. Et puis, je dirais qu'il faut sans doute être capable de se déconnecter ou de déconnecter, ce que je n'arrive jamais à faire. Je retiens 2 verbes. Voilà. Laurence, je retiens 2 verbes, fédérer et motiver. Voilà, fédérer, mobiliser, motiver. Il faut entraîner, je pense qu'en toute situation, entraîner un maximum de personnes. Et donc, mais ça, je pense que vous êtes toutes et tous, bien sûr, capables de le faire. Je ne suis pas vraiment pour la discrimination positive. Je pense que c'est pour ça les histoires de quotas, etc., j'y suis un peu réfractaire. Je pense qu'il faut chacun donner le meilleur de nous-mêmes et encore une fois, évidemment, on y arrive. Je voudrais juste dire 2 phrases qui pour moi sont importantes. Une phrase qui est le fait qu'ils ne croyaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc, vous, mesdames, si vous pensez que c'est impossible, alors forcément, vous allez le faire. Et puis, encore une fois, ne doutez jamais, c'est Margaret Mead, qui est anthropologue américaine, qui disait « Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens déterminés puisse changer le monde. Ça s'est toujours passé comme ça. Alors, mesdames, vous allez contribuer, évidemment, à faire changer le monde. » Merci de votre attention. Merci, Laurence Thienot-Herman. Gudrun Björk Ingvadottir est islandaise. De formation scientifique,
Elle a été directeur adjoint à l'Université d'Islande en charge de la formation continue. Femme d'équilibre, elle a su concilier sa vie familiale, son activité professionnelle avec une vie de lion. Femme d'engagement et de conviction, elle a assumé de nombreuses responsabilités au sein de notre association, dont celle du développement du leadership lorsqu'elle était directeure internationale. En reconnaissance de ses services au sein du Lions Club international, elle a reçu de nombreuses récompenses, dont la plus prestigieuse d'entre elles, ambassadeur de bonne volonté. Empathie et bienveillance sont chez elle des qualités naturelles. Sa pugnacité n'est plus à démontrer. Élue première vice-présidente lors de la 100e Convention internationale à Chicago en juillet 2017, elle deviendra la première femme présidente du Lions Club international à Las Vegas en juillet 2018. Donc Gudrun va intervenir en anglais et la traduction sera assurée par notre ami Yann. Dear friends, Lions, Leos, and guests, I'm honored to take part in this session and to be a part of that distinguished panel of women speakers about women in the society. Thank you for this opportunity today to share information and experience and to discuss the important role of women in our societies. I will share with you my journey in Lions Clubs and my vision on women in Lions. Chers amis Lions, chers amis Léo, chers invités, je suis honoré de participer à cette session et de me compter parmi les oratrices si distinguées de cette table ronde sur les femmes dans la société. Merci de m'avoir accordé la possibilité aujourd'hui de partager quelques informations avec vous, d'évoquer mon expérience et de discuter sur le rôle important des femmes dans notre société moderne. Je propose de partager avec vous mon parcours au sein du Lions Club et ma vision des femmes dans le lionisme. As you are aware, in just a few weeks, I will assume the highest leadership position in Lions organization. It is historic. Many said it was long overdue. Others said it would never happen. At our headquarters building, as you climb the stairs to the second floor, you see displayed on the walls all the past international presidents since 1917. And there is something missing. That's right. I will be the first person from Iceland to be elected as Lions Club's international president. What did you think I was going to say? But the fact is that I'm extremely proud not only to be the first person from my country, Iceland, to become the international president, but also to be the first woman ever elected at Lions Club's international president, and to break the so-called glass ceiling. But how is my journey? Comme vous le savez sans doute déjà, dans quelques semaines, je prendrai le leadership de notre organisation Lions à l'échelon mondial. Ce sera un moment historique. Beaucoup disaient qu'il était temps. D'autres disaient que cela ne se passerait jamais. Au siège de notre organisation à Oak Brook, vous remarquez, en prenant l'escalier pour monter au deuxième étage, que les murs sont ornés de portraits des past présidents internationaux depuis 1917. Mais il y a, semble-t-il, quelque chose qui manque. Ah bon, on me téléphone. Et oui, vous avez raison, je serai la première personne d'Islande à être élue présidente internationale des Lions Club.
Vous pensiez que j'allais dire quelque chose d'autre? À vrai dire, je suis extrêmement fier d'être non pas seulement la première personne de mon pays à devenir présidente internationale, mais aussi la première femme titulaire de ce poste. Et cassons, si vous me permettez l'expression, ce que l'on appelle le plafond de verre. Mais comment décrire mon parcours? My journey as a lion is not so different than any other lion. All of us here today became lions for a variety of reasons. But the one thing we all have in common is that as a lion, we serve the needs of others. Some of us are club presidents, or district governors, or international directors. But regardless of the office we hold, we are at the very core lions. Mon parcours Escalité de Lions n'est pas si différente de celui de n'importe quel autre lions. Nous tous présents ici aujourd'hui sont devenus lions pour une variété de raisons. Mais la chose unique que nous lions avons en commun est que nous servons les besoins d'autrui. Certains d'entre nous sont présidents de club ou gouverneurs de district ou directeurs internationaux. Mais sans besoin de focaliser sur les titres, nous sommes tous fondamentalement et sans exception des lions. I have been a lion for 25 years, but participated many years prior, supporting my husband with his Lions activities. His Lions Club, members of his club, became our best friends, and they still are. And from that club, I learned about the vision of Lions. And I really was happy when I was invited to become a member in 1992. Je suis Lions depuis 25 ans, mais ai déjà participé pendant de nombreuses années pour soutenir mon mari, ancien directeur international, alors très engagé par les activités Lions. Les membres de son club sont devenus nos meilleurs amis, et ils le sont toujours. En apprenant sur le terrain la vision de cette organisation gigantesque, faisait de moi déjà un vrai lion, et j'étais très heureuse lorsque l'on m'a proposé d'en devenir membre en 1992. Being an active member has given me an opportunity to face many challenges. Projects need to be planned, problems have to be solved, new ideas have to be created, and members have to be taken care of. If you help your Lions Club to grow and be strong, you grow too. I have dedicated my service, of course, to children and youth, health and wellness, including vision and diabetes. Important to me are also environmental project and our foundation, LCIF. Of course, also membership development, especially leadership training, has been a big part of my life. My Lions life, also professional life, actually. I have enjoyed it all, and I don't mind working hard. I really had to work hard. I really want to be successful, and I like to do things well. For me, quality is very important. Le fait d'être membre actif m'a donné l'occasion de faire face à de nombreux challenges. Des projets ont besoin d'être planifiés, des problèmes doivent être résolus, de nouvelles idées doivent faire surface et l'on se doit, bien sûr, d'être attentif aux membres. Si vous pouvez aider votre Lions Club à évoluer et à être plus fort, vous aussi, vous évoluerez avec. Personnellement, j'ai dédié mes activités de service à l'enfance et à la jeunesse, à la santé et au bien-être, y compris la vue et le diabète. Me sont également importants les projets sur l'environnement
et notre fondation internationale, la LCIF. Bien sûr, je suis motivé par le développement de l'effectif de notre mouvement. Dans ce contexte, j'ai passé une bonne partie de ma vie professionnelle dans la formation des dirigeants et autres responsables ayant un rôle de leadership. J'ai pris un vrai plaisir à faire tout cela. Et je peux vous dire que je n'ai pas peur du travail. Je veux vraiment réussir et j'aime bien faire des choses bien. Pour moi, la qualité est très importante. Lions Clubs International is now 100 years old, but women have only been members for 30 years. And today, women are the fastest growing segment of members of our membership. Worldwide, 29% of our members are women, and that's increasing every year. Our goal is to reach 50-50 split between men and women in the near future. But beyond the growing membership, women are taking on more leadership roles in Lions. To help Lions achieve gender parity, I'm launching a women's initiative called New Voices. The New Voices celebrates the contribution made by women to Lions Clubs. It promotes gender parity by focusing on increasing the number of women in Lions Clubs, as well as closing the gap between men and women in leadership positions. New Voices will feature Lions who demonstrate exceptional influence for women in 4 areas: service, membership, leadership and marketing. Le Lions Clubs International est centenaire, mais les femmes n'y ont été admises que depuis seulement 30 ans. Actuellement, le secteur femmes est celui qui montre la plus forte progression d'effectifs. Dans le monde Lions, 29% des membres sont des femmes, et ce chiffre augmente chaque année. Notre objectif est d'atteindre, dans un avenir proche, la parité des femmes avec les membres hommes. Mais au-delà d'un effectif croissant, les femmes sont en train d'accepter davantage de rôles de responsabilité dans les clubs et districts. Pour aider les Lions à atteindre cette parité des genres, j'ai lancé une initiative pour Lions Femmes intitulée New Voices, en français, des voix nouvelles. L'initiative New Voices met en exergue les contributions des femmes au Club Lions. Elle promeut la parité des genres en mettant l'emphase sur l'augmentation du nombre de femmes dans les clubs, en réduisant la disparité entre hommes et femmes dans les postes à responsabilité. New Voices, les voix nouvelles, mettra la lumière sur les Lions qui font preuve d'une influence exceptionnelle en faveur des femmes dans 4 domaines: le service, l'effectif, le leadership et le marketing. Although I will bring a unique perspective as the woman to be international president, I will work for the betterment of all Lions, men and women, young and old, and across the cultures. Our motto is, we serve. It will be my mission as international president to help Lions around the world to feel energized in their service. Next year, we will not rest on our storied past to define who we are, but rather we will embrace our ambitious future and continue to evolve to ensure we meet the ever-changing needs of our world. To accommodate the needs of today and truly embrace our role in the 21st century, we must understand and accept the change. Évidemment, le fait que je sois femme, et je parle d'elle, et la première femme présidente internationale des Lions, ces choses apporteront une perspective féminine, évidemment. Mais je vous assure que je travaillerai pour le bien-être et pour l'amélioration de tous les Lions,
hommes, femmes, sans considération d'âge, et au travers de toutes les cultures. Notre devise, We serve, nous servons en français. Ma mission de présidente internationale serait aider les Lions autour du monde à se sentir motivés dans leurs activités de service. L'année prochaine, nous n'allons pas rester assis simplement sur nos belles histoires du passé pour définir qui nous sommes, mais nous allons plutôt soulever le challenge, soulever le défi en français de notre avenir ambitieux et continuer à évoluer pour s'assurer que nous servions au mieux les besoins du monde qui, eux, évoluent sans cesse. Nous servirons ces besoins en employant les outils, les stratégies effectives et efficaces, ainsi que les technologies innovantes. Et l'incroyable bienveillance et dévouement des Lions. Pour tenir compte des besoins de notre époque et prendre à bras-le-corps le rôle qui nous est dévolu au XXIe siècle, nous devons comprendre et nous devons accepter la notion et la nécessité du changement. My homeland of Iceland is a small country where Lionism is very strong and respected. The density of Lions members in Iceland is the highest in the world, as 7 out of 1,000 inhabitants in Iceland are members of Lions clubs. And the president of the country is the patron of Lions. In Iceland, there's a phrase that you will hear often, "Þetta reddast." It means that everything will work out, somehow, no matter how large a problem may be, through hard work, trust, and community. Doesn't that sound like Lions? No. Skip the next one. Mon pays, l'Islande, est un petit pays où le lionisme est très fort et respecté. La densité de Lions dans la population est la plus élevée dans le monde, avec 7 membres pour chaque tranche de 1000 habitants. Le président d'Islande lui-même est le patron, par là il faut comprendre le parrain institutionnel des Lions d'Islande. Dans ce pays, il existe une phrase que l'on entend souvent, excusez ma prononciation, Þetta reddast, qui veut dire « tout va finir par marcher », d'une certaine façon, et indépendamment de l'envergure du problème adressé. De par l'intensité du travail, la confiance et la fidélité et la communauté. Pour moi, comme pour vous sans doute, cela sonne un peu comme le lionisme, n'est-ce pas? I think I need to add a little bit here about my country, Iceland. Because we have the best gender equality in the world. En Islande, nous avons le niveau de parité la meilleure qui soit au monde actuellement. In the report from the World Economic Report, we have been number 1 for the last 10 years. Dans les rapports de l'OSCE, nous sommes le pays numéro 1 en la matière depuis 10 ans. And I have many role models in my country, some strong women leaders. Et dans le pays, elle a l'embarras du choix des modèles, des modèles de rôle qui l'ont inspirée. And I have been asked many times, wasn't it hard for you to run for this office because you're a woman? On m'a souvent posé la question, est-ce que pour toi, ça n'a pas été difficile de concourir pour ce poste du fait que tu sois une femme? But in my case, I never had to ask myself if I could do it if I was a woman. En ce qui me concerne, j'ai jamais dû me poser cette question-là, simplement parce que je suis femme. La question ne se posait pas. There, my country helps. The culture of my country helps a lot. La culture de mon pays m'aide énormément dans ce domaine. I have also been asked many times, as a female president, are you going to be a women's president?
On lui posait la question également, est-ce qu'elle était de présidente, est-ce qu'elle sera la présidente des femmes? Meaning that are you only going to encourage new members to be women only, and more all the leaders should be women, and you are supporting only projects for girls and women? La question est posée dans ce sens, est-ce que à l'avenir, tu envisages de recruter que des femmes et d'offrir aux femmes les responsabilités au détriment des hommes? And my answer has always been, I want to be Lions president. Men and women serving together, we are stronger. Ah, je suis soulagé. Elle a dit, effectivement, elle serait la présidente des Lions et les hommes et les femmes ensemble constituent une force défiant toute concurrence. And about service, Lions service has nothing to do about gender. We serve people in need, but sometimes we might realize in some parts of the world, women are ignored and the need might be bigger for women there. A priori, notre genre n'a aucune espèce d'importance par rapport au projet que nous souhaitons mener. Cela étant dit, il faut reconnaître que dans certains endroits au monde, les femmes peuvent arriver à avoir un niveau d'influence qui est très pertinente pour la culture en question. So that's something additionally about being an Icelander and being the first woman in this position. So, as we sail into the future, talking about Lions Clubs International, nothing about Iceland anymore. As we sail into the future to create a better world, we need to increase leadership development, not the least for women. Every Lion is a leader. By providing members with leadership skills and increased leadership opportunities for women, we can help Lions reach their potential. I believe strongly in the impact that leadership development and training can have. It's a part of who I am, and it's a part of who Lions are as well. Il ne nous reste que 19 pages. En naviguant vers l'avenir, pour créer un monde meilleur, nous nous devons de développer nos compétences en leadership. Chaque Lions est un leader. En fournissant aux membres de nos clubs les compétences requises pour être bons leaders et en ouvrant davantage les opportunités de responsabilité aux femmes, nous contribuerons à aider de nombreux Lions à atteindre leur véritable potentiel. J'ai l'intime conviction de l'impact positif que peuvent procurer le développement du leadership et la formation. Cela fait partie de la personne que je suis et aussi une partie intégrale de l'évolution des Lions que nous sommes. But above all, this year I challenge Lions to make our motto, "We serve," the beginning of our journey, not the end. I'm asking Lions everywhere to reach further, to push harder, and to dream bigger than we have ever done before. Lions clubs are and have always been a place where the horizons meet. Mais bien au-delà de tout cela, cette année, je lance un défi aux Lions à faire de notre devise We Serve le point de départ d'un voyage et non pas la destination. Je demande à chaque Lions, où qu'il soit, de s'étendre plus loin, de pousser plus fortement et de s'approprier des rêves bien plus grands que par le passé. Les clubs Lions sont et ont toujours été des lieux où les horizons se rencontrent. Beyond the horizon is my theme. So that's it. Beyond the horizon is my theme next year. Okay, the sense of unity is precisely what allows us to do such great work in our communities. We share a common purpose to improve lives for others and help to create more harmonious experience for people everywhere. Through our efforts,
we strengthen our friendship, create fellowship, and serve the world. Notre sens d'unité est précisément ce qui nous permet de réaliser tant de belles choses au sein de nos communautés. Nous partageons une raison d'être commune, d'améliorer la vie d'autrui et d'aider à créer pour tous les peuples du monde une expérience de vie, une qualité de vie plus harmonieuse. De par nos efforts, nous renforcerons nos amitiés, tout en créant un esprit civique et fraternel pour bien servir le monde. Merci beaucoup. Godreux. J'avoue que je suis particulièrement intimidé et très mal à l'aise. Chère vice-présidente internationale, c'est au nom de la Fondation des Lions de France et soutenue par le DM 103 France que j'ai l'honneur de venir vous présenter le cordon Jean Béart. Par ses engagements sans fin dans le lyonisme, son investissement international et son illustre présidence, Jean Béart occupe une place très spéciale dans le cœur des Lions français. Afin de perpétuer son souvenir à travers les générations, la Fondation des Lions de France a créé ce cordon à son effigie et portant le logo Quality pour honorer ses bienfaiteurs. Nous savons ici combien vous avez été vous-même proche de Jean Béart en travaillant avec lui, particulièrement dans les domaines du leadership. C'est pour cela que nous serions honorés que vous acceptiez de recevoir ce cordon à son effigie, montrant ainsi aux Lions français l'estime que vous portiez à Jean, tout en les encourageant à soutenir nos fondations. Si vous permettez. Merci beaucoup. Thank you for this great honor. He was my big mentor, Jean Béart. Thank you so much. Qu'il est difficile de résumer en quelques minutes le parcours de ces 4 femmes extraordinaires. Je retiendrai pour ma part la notion de challenge qui est revenue souvent, sauf pour Laurence, car ce n'était pas un choix. À compétence égale, responsabilité égale, que nenni, difficile. Savoir que ce sont les quotas qui nous ont permis de prendre notre place n'est pas très valorisant. Et puis, de ne pas savoir féminiser les fonctions reste très compliqué. Didier a eu beaucoup de mal à dire « mon successeur, ma successeur, mon successeur, ma successeur », voilà, même au niveau du Lions. Mais pas pour le mot « bonne femme ». Alors là, on a trouvé la féminisation. Alors je retiendrai effectivement qu'il faut se battre, qu'il faut travailler beaucoup plus, être vigilante, être pugnace, lucide, ne pas se prendre au sérieux. Les réflexions sexistes, promotion canapé, elle a des petits pieds pour être plus près de l'évier. Fini. Mais nous avons peut-être aussi eu le syndrome de l'imposteur. Ce syndrome qui un jour nous a fait croire que nous, les femmes, nous ne pouvions pas accéder à des responsabilités. Alors il ne faut pas craindre la bagarre, ce plafond de verre. Nous sommes des féministes de la mixité. Alors je retiendrai un mot. Osez et choisissez bien votre conjoint comme j'ai choisi le mien. Merci pour cette synthèse. Nous allons vous remettre le président Didier Leclerc a 2 mots à vous dire et vous allez recevoir un petit présent. Alors je remercie l'ensemble de l'Assemblée qui était présente aujourd'hui. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas la parité, il y avait énormément de femmes et j'en suis très heureux. Chers amis, j'espère qu'un certain nombre de graines ont été plantées dans vos esprits et que les prochaines commissions de prospective sur l'avenir de notre mouvement auront quelques réflexions bienvenues pour l'avenir de l'unionisme féminin.
Alors pour remercier nos intervenantes, bien sûr, nous allons leur remettre des fleurs, mais le Conseil des gouverneurs, dans son conseil, a 4 femmes. Effectivement, nous sommes aux 25% des Lions en France, et dans notre conseil, nous avons 4 femmes. Mais le bureau est composé de 6 personnes, et dans ce bureau, il y a 3 femmes, donc il y a la parité. Et à ce moment précis, même si il est d'usage que ce soit à moi de remettre les fleurs, je vais me retirer et laisser les femmes de mon conseil honorer les intervenantes d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Président. Merci de votre participation. Merci d'être venu soutenir, écouter ces remarquables femmes. Votre convention continue. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon samedi demain, avec encore plein de belles choses entre vous, d'échanges et d'amitié. Au revoir.